a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Si vous suivez les sujets de la petite enfance récents de ces dernières années, vous avez très certainement entendu parler de la fameuse commission des 1000 premiers jours qui a rendu un rapport sur différents sujets, notamment le congé paternité, entre autres, aussi avec tous les métiers de la petite enfance, de l'accueil des enfants, une commission qui était présidée par Boris Cyrulnik. Et dans ces projets, il y avait notamment ce qu'on appelle les maisons des 1000 jours. Et je me suis rendu compte en échangeant avec vous, mais aussi avec des professionnels, que ce sujet n'était pas ou peu connu et qu'il y avait beaucoup d'interrogations sur ce sujet, beaucoup de croyances aussi. Et c'est justement ce à quoi on va essayer de répondre aujourd'hui, bien sûr, d'abord en expliquant ce qu'est le concept de la maison des 1000 jours, quelles sont les missions principales de ces établissements, de ces structures en tout cas, quels sont les enjeux qu'il y a derrière, c'est quoi la différence finalement entre la maison des 1000 jours, la PMI, les LAEP, voilà, enfin tout ça, est-ce que c'est pas trop, est-ce que c'est pas juste un truc qu'on rajoute comme ça, et comment ça se passe quand on veut en monter une, quels sont les retours d'expérience qu'on peut avoir sur le sujet, et pour en parler, j'ai avec moi des experts du sujet, à commencer par Nathalie Casso-Vicarini, qui est fondatrice et déléguée générale de l'association Ensemble pour la petite enfance. Elle était membre de la commission des 1000 premiers jours. Elle est éducatrice de jeunes enfants, universitaire en sciences de l'éducation. Avec elle, il y a Coralie Servant, elle est médecin généraliste à La Rochelle. Elle est aussi médecin de crèche. Elle a différentes formations complémentaires autour de la petite enfance. Et elle fait aussi partie de la structure Étoile des familles qui travaille sur l'implantation de la maison des 1000 jours à La Rochelle. Autour de la table aussi Ingrid Bergeau, éducatrice de jeunes enfants de formation. Elle est cofondatrice du réseau de crèches girondin éponyme Prime Enfance, un réseau de l'économie sociale et solidaire qui laisse la part belle aux parents et qui a travaillé sur l'implantation, elle aussi, de maisons des 1000 jours. Merci beaucoup à ces trois invités pour leur présence et la possibilité de répondre à toutes nos questions. J'en profite aussi pour vous informer qu'autour de la sortie de cet épisode, il y a la sortie d'un livre coécrit par Nathalie Casso-Vicarini, Boris Cyrulnik, Antoine Guedné et Isabelle Filiosa. C'est un livre qui est édité par le Cherche Midi, qui raconte les dessous du tournage à la MMJ d'Arras du documentaire Les 1000 premiers jours, là où tout commence. Voilà, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, il comprendra un système de QR code permettant d'accéder à des ressources numériques mises à disposition par Ensemble pour la petite enfance, et donc potentiellement cet épisode. On se retrouve tout de suite avec nos invités pour répondre à nos questions donc sur ce qu'est la maison des 1000 jours. Et on va commencer tout de suite avec cette première question. En fait, c'est quoi le concept de la maison des 1000 jours ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Le concept de la maison des 1000 jours, il est né dans d'autres pays. Il existe déjà dans une mise en œuvre en Australie depuis plus de 20 ans. En Norvège, pour les papas et pour les mamans, mais pas ensemble. Au Québec aussi, et en France, il y a une page qui est consacrée à ce dispositif dans le rapport des 1000 premiers jours. Donc j'ai fait cette proposition à la commission, et c'est aujourd'hui une mise en œuvre qui est importante du rapport, puisque ces maisons, elles rassemblent en fait, dès l'entretien prénatal précoce, 10 parents qui vont donner naissance à leur bébé en même temps, qui se connaissent avant donc la naissance et qui se regroupent dans un lieu qui existe déjà. Une PMI, un centre social, une crèche ouverte le samedi matin, comme l'expliquera Ingrid, et dans d'autres lieux. Donc ça n'est pas nécessaire de construire un lieu, mais c'est un endroit neutre qui n'est ni issu de la santé, ni un lieu social, ni un lieu éducatif, mais tout ça à la fois, et en même temps tout à fait à disposition de chacun. Les familles viennent et se rencontrent pendant toute une année, ensemble, avec leur bébé au centre du cercle. On part de l'observation des bébés et on discute, c'est sur le mode conversationnel, des préoccupations du moment. Et ce sont environ, il n'y a pas de règle précise, mais environ deux séances par mois, pendant à peu près 1h30, où là, on brise l'isolement des familles et elles trouvent de la pérédance parmi les autres parents, mais aussi ce temps d'observation suspendu autour des bébés avec un facilitateur qui a été formé au développement de l'enfant et qui est là pour les accompagner sans jugement, tout en partageant des connaissances à jour sur le développement. Le concept
a donné lieu à vraiment une action qui est très préventive et qui est un maillon de la prévention, de la chaîne de la prévention précoce, dont aujourd'hui on mesure les impacts et qui fait l'objet de 4 recherches en France. C'est vraiment très important parce que on sait à quel point le bénéfice d'être ensemble pour traverser cette période très délicate et en même temps très prometteuse et très sensible, qui est la plus sensible de la vie de tout individu, doit être vécu ensemble. Boris Cyrulnik dit toujours il faut 6 à 8 personnes dans ce village autour d'un parent pour qu'il se sente en capacité d'accompagner dans les meilleures conditions son bébé. La maison des 1000 premiers jours permet de constituer un petit peu ce village, c'est ça ? Exactement. Il y a des familles qui nous disent mais ici c'est ma maison. Même des familles allophones. Alors les groupes sont gratuits. La grande mixité est une richesse extraordinaire pour les familles et pour les bébés et le facilitateur, bien sûr. Et ça permet ce voyage au long cours, ensemble, parce que y a de l'entraide qui se met en place, comme une sorte de compagnonnage. La première maison a été celle d'Arras. Aujourd'hui, il y a plus de 90 familles qui suivent ces groupes et qui se voient le week-end et ça permet de tisser des liens, parce que tout ne peut pas se faire en numérique dans notre monde qui va très vite. L'humanité, elle s'est construite au travers des liens les uns avec les autres et ces liens sont absolument nécessaires et on le vérifie tous les jours dans les maisons qui font des petits. On va le voir ici aujourd'hui. On est sorti de la phase pilote. Il y a un peu plus d'une vingtaine de maisons qui se mettent en place. C'est juste une pièce dans un lieu qui existe déjà. Mais c'est super. Et puis, mine de rien, du coup, j'imagine que, en tout cas en termes d'espace, ça peut être assez facile à mettre en œuvre. Quelle est la mission principale de ces maisons ? Du coup, on voit cette idée de village, mais surtout, comment est-ce que ça se distingue d'autres structures existantes comme les PMI ou les LAEP ? Parce que ça, c'est une remarque qu'on m'a fait, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais. On me disait, c'est bon, il y a déjà des structures, il faut d'abord renforcer les structures qui existent au lieu de créer des nouveaux trucs pour la com. Donc c'est dit comme ça sur les réseaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, mais c'est très juste. Alors, on va pas rajouter des dispositifs aux dispositifs qui existent déjà et qui ont parfois du mal à vivre ou à survivre. Mais là, c'est un dispositif complémentaire, vraiment un maillon de cette chaîne. Dans les LAEP, par exemple, ou les PMI, il y a des groupes qui fonctionnent, enfin, il y a des dispositifs qui fonctionnent très bien. Mais cette pérédance, elle est le cœur du dispositif de la maison des 1000 premiers jours. C'est le même groupe de parents qui va se suivre de l'entretien prénatal précoce jusqu'au 1 an de l'enfant. On tisse des liens plus familiers, plus durables aussi, dans un même quartier. Là, il y a la proximité qui est importante. Et les bébés aussi interagissent entre eux. On voit à quel point le bénéfice, il est pour chacun. Autant pour les enfants que pour les parents et le facilitateur, qui est non pas quelqu'un qui vient vous apporter des connaissances descendantes, mais qui va réfléchir avec vous sur ces pratiques au quotidien qui sont essentielles dans le développement des enfants. Donc ça se fait de façon assez naturelle. On se dit pas, tiens, on va faire une séance sur l'allaitement ou une séance sur la diversification alimentaire. On part des besoins des bébés, des parents, du groupe. On est à l'écoute de ça et on est là pour partager des connaissances de façon très horizontale et cheminer ensemble, en fait. C'est se poser des questions. La maison des 1000 premiers jours, c'est d'abord se poser des questions. Donc, c'est complémentaire aux dispositifs déjà existants. C'est peu coûteux, mais ça peut rapporter très, très gros. Et justement, ça va être une question suivante. Ça peut rapporter quoi en premier aux parents ? Ça peut rapporter quoi ? C'est quoi l'enjeu par rapport aux parents ? On a parlé de briser l'isolement déjà. Briser l'isolement, renforcer le pouvoir d'agir. Parce que pendant très très longtemps, et ça existe aussi ailleurs, qu'en France, on a l'impression qu'on va donner des conseils aux parents. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. En réalité, si on veut être responsable de nos enfants et puis bâtir une unité aussi dans l'accompagnement du développement, on a besoin soi-même de gagner du pouvoir d'agir, surtout dans un contexte où il y a beaucoup d'injonctions des pouvoirs publics, mais aussi de la famille, de la belle-mère, certaines personnes qui vous disent non, mais il faut faire ci et ça. Et de la société. Mais il y a une pression de la société qui est énorme, qu'on n'a jamais autant ressentie aujourd'hui. Et donc, en face, pour équilibrer la balance, on a besoin de dire aux parents, écoutez, on va partager des choses ensemble.
de là où vous êtes, avec votre culture, votre histoire, vous allez en faire quelque chose et vous pourrez vous en saisir pour accompagner votre enfant. Renforcer le pouvoir d'agir est plus que jamais utile et ça passe pas par des écrans, ça passe par une relation vraie avec quelqu'un, parce que quand on est face à face, on partage de l'émotion, on partage de la réalité, qui est difficile parfois au travers d'un téléphone. On partage ses galères aussi. On partage ses galères et il y a plein de choses qui passent dans le off, là, qui est difficilement palpable, mais on cherche vraiment à réduire l'isolement et notamment, on parle beaucoup de santé mentale. Oui, au niveau de la dépression du postpartum, selon les études, 10 à 20%. Et il y a aussi l'étude IFOP 2022 qui montrait alors l'étude IFOP, ont été interrogées 1000 mères sur le burn-out maternel, où il y avait 34% de mères qui se disaient en burn-out, et je crois 40% qui pensent qu'elles pourraient y être confrontées un jour. D'accord. Ouais. Donc ça fait beaucoup, 40 plus 30. Ouais, sans compter la dépression des papas. Il y a des papas qui sont aussi en première ligne et qui peuvent avoir une santé mentale altérée. Ça, c'est vraiment le creuset de toutes les difficultés qui peuvent intervenir, parce qu'on ne peut pas élever un enfant tout seul. Alors, c'est important ce que vous dites. Je profite juste par rapport à la dépression du postpartum des pères. Il y a une étude de l'Université de Sydney qui indiquait que le risque de dépression de postpartum des pères est x2 en fait, quand la mère fait une dépression de postpartum. Donc c'est vraiment très très important. C'est un facteur de risque. D'agir là-dessus, voilà, exactement. Donc je le précise parce que des fois on peut voir qu'on va opposer les hommes, les femmes, les pères, les mères par rapport à ces sujets-là, alors qu'en fait non, c'est lié. C'est généralement quand l'un va bien, l'autre a moins de chances d'aller mal, en tout cas. Exactement. Donc, il y a Sydney et il y a le Brésil. On a une nouvelle recherche qui vient de nous démontrer ça. Et alors, l'Australie, moi, j'ai été cette facilitatrice il y a 20 ans d'une maison des mi-jours qui s'appelle Cottage, là-bas. Et j'accompagnais des groupes parents-bébés qui sont les ancêtres de la maison des 1000 jours. J'ai exercé à Sydney et j'ai vu le bénéfice. Ils ont il y a 20 un sacré temps d'avance alors. Ouais, ils ont à peu près 30 ans d'avance. Ouais. Okay. C'est marrant parce que sur plein de sujets qui touchent à la parentalité, j'entends souvent que la France a 10, 20, 30 ans de retard, mais bon, c'est un autre sujet, je veux pas m'éparpiller. Et comment ces maisons des 1000 jours contribuent à l'amélioration de la société, en fait, dans son ensemble? Alors, la société, je sais pas, moi je voulais juste revenir aussi sur les 1000 jours. Peut-être que les 1000 jours, qu'est-ce que c'est? C'est de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et je vais reprendre une phrase de Boris Cyrulnik. C'est le socle de la construction de la vie. C'est une période clé pour le développement de bébé. On le sait aujourd'hui qu'un environnement favorable précocement dans la vie va assurer une meilleure qualité de vie, une meilleure santé à l'âge adulte. Et ça c'est prouvé que ça diminue les troubles du neurodéveloppement, ça diminue le risque de maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives. Donc c'est une période, j'allais dire même une fenêtre d'opportunité à agir, et aussi évidemment une fenêtre de vulnérabilité, puisque l'environnement autour de bébé va agir sur sa trajectoire de vie. Et je dirais que l'environnement premier qui influence sur sa trajectoire, c'est évidemment ses parents et les interactions que ses parents ont avec lui. Alors, j'ai forcément une réaction qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et que je vais vous donner comme ça de but en blanc, c'est: est-ce que vous êtes en train de dire aux parents que s'ils foirent les 1000 premiers jours de leur enfant, la vie de leur enfant est foutue? Non. Boris Cyrulnik dit l'inverse. C'est important de préciser ça. Ça peut vous sembler, vous qui êtes dans l'expérience et dans la nuance et dans le vécu des parents, mais c'est important de le préciser aujourd'hui parce que souvent ces messages tels qu'ils peuvent être perçus, on entend beaucoup le mot culpabilisant là-dessus, donc c'est important de... Notre cerveau se développe toute la vie et grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Ouais. Et donc, on apprend toute la vie. Voilà. Bon, ça va. Et puis, il y a la résilience qui fait son travail. Si le socle de la maison est bien en place pendant les 1000 premiers jours, le développement va se faire à une vitesse faramineuse et dans les meilleures conditions. En revanche, c'est réparable s'il n'y a pas de difficultés majeures qui se déroulent, des maltraitances pendant l'enfance. Donc, on va déculpabiliser les parents là tout de suite. Il n'y a pas de parents parfaits, et tant mieux, ce serait extrêmement ennuyeux. Tout est réparable parce que le cerveau est d'une plasticité exceptionnelle pendant ces premiers 1000 jours. Du coup, en termes de changement de société, qu'est-ce que ça apporte
les maisons des 1000 premiers jours. On a parlé de l'effet sur la dépression du postpartum, mais est-ce qu'il y a d'autres attendus? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Je sais pas, peut-être en termes d'empathie envers les autres, peut-être de mixité sociale aussi, qui est pas forcément toujours le cas. Comment ça se passe? La mixité est vraiment une richesse et je donnerai la parole à Ingrid, mais aussi sur la place des pères. Quand les pères entrent dans les groupes avant la naissance, ils vont aménager leur temps de travail. C'est l'expérience qu'on a auprès de 86 parents pendant 19 mois. Ils vont aménager leur temps de travail pour continuer à venir participer au groupe jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 1 an de l'enfant. Parce qu'ils y trouvent leur place avant. On a arrimé tôt la relation. Voilà, c'est plus facile pour eux. Avant de vous laisser la parole, Ingrid, du coup, j'ai forcément une question qui me vient parce que, outre le congé paternité, je milite pour une préparation à la paternité, à la parentalité pour les pères. Donc, ce que vous dites avant la naissance m'intéresse énormément. Est-ce que, quand on est inscrit comme ça dans un cursus, dans une maison des 1000 premiers jours et qu'on est un futur papa, est-ce que du coup, ces rendez-vous avec la maison des 1000 premiers jours, c'est quelque chose qui permet d'avoir un certificat d'absence pour le travail, ou est-ce que c'est pas encore le cas, ou est-ce qu'il faut prendre sur ces temps de repos? Non, mais c'est important. Non, c'est une très bonne question. Moi, personnellement, j'ai fait tous les rendez-vous de préparation à la naissance où je pouvais aller, mais c'était sur mes temps de repos ou des demi-journées ou des jours de congé. Ouais. Donc, c'est un sujet. C'est très important ce que vous dites. J'ai coordonné le sujet dans le rapport des 1000 jours. Grâce à mes collègues en Norvège et au Québec sur l'allongement du congé de paternité. On avait plaidé pour 9 semaines, ça a été une première étape. Et on sait, toute la littérature scientifique nous dit qu'il faut du temps et de la disponibilité auprès d'un bébé pour que les relations soient le plus épanouissantes possible pour lui, mais aussi pour sa famille. Je vous donne un exemple d'un papa qui est arrivé dans le groupe un matin, et qui s'installe. Il y avait un autre papa ce jour-là, c'est à peu près 10 parents avec leur bébé. Et ce papa était en confiance, c'était la 4e séance. Et il a dit comme ça, de façon assez abrupte, comment je fais pour récupérer ma femme? Et là, tout le monde s'est dit, oh là là, mais quelle bonne question. Parce que peut-être les autres n'osaient pas. Et ce bébé était dans une forme de symbiose avec sa maman. Évidemment, la maman, c'était très certainement quelque chose qui était un besoin chez elle et qui n'est pas forcément très favorable au développement de son bébé. Et on a pu parler de la place du papa, des besoins de chacun et aussi, surtout, des besoins de développement du bébé qui va, à un moment donné, explorer le monde s'il est bien attaché, si son attachement est sécure. Donc les pères y voient un bénéfice certain et le Covid a changé la donne avec les aménagements de temps de travail, avec le télétravail. Et on se rend compte à quel point ça a été facilité. C'est vraiment un observatoire de la société, ces maisons des 1000 premiers jours, à quel point le télétravail a facilité aussi la possibilité aux papas, aux mamans qui travaillent de poursuivre leur participation dans les groupes. Okay. C'est leur souhait, elles y trouvent la communauté qui les attend. Et il y a un chiffre qui est absolument extraordinaire. On n'a jamais demandé aux familles, à ces 86 familles pendant 19 mois, on leur a pas demandé de nous dire quand elles n'étaient pas là, quand elles pouvaient pas venir, parce que le bébé était malade, par exemple. Et en fait, il y a eu 2% d'absentéisme. C'est-à-dire, et à chaque fois, quand elles pouvaient pas venir, elles nous disaient, cette fois-ci, ça va être compliqué. Et c'était de leur initiative parce que la confiance était là, parce que les liens étaient tissés, et que ça, c'est plus fort que tout. C'est super. Moi, je trouve ça très, très intéressant que les pères puissent comme ça aussi s'exprimer. C'est important que les mères le fassent, bien entendu, mais c'est important aussi que les pères puissent avoir accès à ça. Je retiens donc que, du coup, malgré notre volonté politique sur ce sujet, c'est pas encore, en tout cas, pris en charge au niveau des absences des pères, ces visites dans la maison des 1000 premiers jours. Mais ça pourrait. C'est une excellente idée. On passe un message. Qu'on lance là ensemble. On enverra l'épisode aux représentants au niveau du gouvernement. Du coup, Ingrid, vous vouliez intervenir? Je voulais partager, vous parliez de l'impact des maisons, en fait, dans la société, sur la société. Donc là, sur Bordeaux, on initie un espace, on va dire, de 1000 premiers jours dans une crèche le samedi matin qui va démarrer fin du mois de septembre en lien avec la ville de Bordeaux, en partenariat avec la ville de Bordeaux, en fait, dans le cadre de la politique des 1000 premiers jours et d'une poursuite de la politique de la ville aussi, en fait, sur l'ouverture des lieux, en fait, petite enfance et parentalité le samedi matin. Le samedi matin, ça permet aux familles, en fait, notamment aux papas, de pouvoir se rendre disponibles facilement sans demander
autoriser une absence. Donc ça démarre prochainement et un des objectifs dans ce projet-là, c'est vraiment l'accessibilité en fait de toutes les familles et de pouvoir orienter des jeunes parents qui vivent des périodes de vulnérabilité, que ce soit socio-économique ou bien des fragilités plus psychologiques ou sociales, dans une démarche d'aller vers. Parce qu'aujourd'hui, on sait en fait que par exemple l'accès à une crèche, les familles défavorisées, 5% des enfants défavorisés qui accèdent à une place en crèche aujourd'hui en France, c'est 4 fois plus pour des familles favorisées. Et donc l'objectif de cette maison, cet espace plutôt qu'une maison, parce que c'est pas une maison proprement parlée, c'est une crèche qui poursuit finalement, qui ouvre ses portes le samedi alors que même actuellement elle est fermée. C'est vraiment de rendre accessible et de faire des ponts, des passerelles ensuite vers un accueil potentiel en crèche et de permettre à ces jeunes parents de se dire que c'est possible en fait et que on passe pour passer les barrières administratives, culturelles qui font qu'on s'empêche en fait de penser qu'un accueil collectif puisse être possible pour son jeune enfant. Parce que c'est pas que des barrières administratives ni financières, puisque la crèche est accessible à tous aujourd'hui financièrement, mais c'est d'aller vers, notamment avec des partenaires. On travaille avec des associations d'insertion en fait sur la ville de Bordeaux pour faire venir des familles en fait qui en ont plus besoin. Et moi, j'ai découvert récemment, je ne connaissais pas l'effet Mathieu. L'effet Mathieu, c'est quoi en fait? C'est le fait que, en traduction par rapport à la parentalité, c'est que les familles qui ont le moins besoin ont le plus accès à l'information et aux services. Oui. Et les familles qui sont le plus éloignées, qui ont le plus grand besoin, la plus grande précarité, quelle qu'elle soit, ont le moins accès aux services et aux informations, dont ces fameux lieux, en fait. Et en communiquant très tôt, en fait, au plus tôt, en fait, finalement, par rapport à la grossesse et à la naissance. Alors là, nous, sur Bordeaux, on va démarrer avec des groupes qui sont déjà un petit peu plus grands, des bébés qui sont déjà nés. Mais c'est une première. Et voilà, je voulais parler de ça, de l'accessibilité, en fait, et la démarche d'aller vers pour ensuite ouvrir sur ce qui existe aussi autour de la petite enfance et de la parentalité au global sur une ville. C'est très important ce que tu dis, Ingrid, à propos de la mixité. Ce qu'on observe à la maison d'Arras, mais dans d'autres maisons, c'est qu'il y a des parents allophones qui viennent, et ça, c'est le premier indicateur d'impact, c'est la capacité des parents issus de l'immigration ou avec des facteurs de risque, qui sont en capacité d'amener des personnes qui sont de leur communauté. Alors, il y a toute une communauté de Gambie à Arras. La plupart des parents ne parlent pas le français. Et pour autant, ils sont là. Il y a une entraide qui se met en place, un papa qui va traduire. Et ça fait partie de ce village solidaire, de ce collectif. Oui. Un des grands enseignements dans les impacts qu'on relève, bien entendu, c'est que la mixité est une richesse et qu'elle est durable parce que ça fait naître d'autres solidarités autour de la maison et autour du village parce que maintenant, il y a ce collectif national qui se met en place. Chacun fait sa maison des 1000 jours en fonction des besoins sur son territoire, avec quelques prérequis, évidemment, de qualité et de durabilité qui sont nécessaires. Mais ce qui est important, c'est que ça réponde aux besoins. Mais justement, avant de passer sur la mise en œuvre et des questions peut-être un petit peu plus techniques, tant qu'on est sur les besoins, moi, j'aimerais connaître un petit peu vos retours d'expérience des parents qui ont bénéficié de l'accompagnement de ces maisons. Voilà, comment est-ce que... On a parlé, bien entendu, déjà un petit peu des papas et tout, mais... Quel retour vous font les parents par rapport à ce qu'ils imaginaient peut-être? Et surtout dans le concret, comment ça se passe dans leur vie? Qu'est-ce que ça change dans leur vie? Alors déjà, il y a 3 volets, et puis je vais vous donner 3 chiffres, et puis vous compléterez sûrement toutes les deux. Déjà, en France, on travaille beaucoup en silo. Donc la maison, quand elle s'installe, elle fait ce premier travail de maillage territorial, c'est-à-dire qu'elle fait le bilan, un peu comme un schéma départemental des services aux familles, elle fait le bilan de tout ce qui existe déjà pour ne pas rajouter un dispositif ou dispositif qui fonctionne déjà et qui peuvent remplir des besoins. Et si le besoin est là, on va mettre en place une maison des 1000 jours, mais au préalable, le facilitateur qui a été formé, et ça c'est le deuxième volet, qui est formé au développement de l'enfant à la lumière des dernières connaissances scientifiques, notamment en neurosciences, épigénétique, l'impact de l'environnement sur le développement. À ce moment-là, le professionnel est formé et a cette liste des services qui existent déjà. Donc, mine de rien, à certaines séances, on demande aux parents s'ils ont des besoins de contact et on invite la directrice du CAMS, de la PMI, etc. à se présenter. Comme ça, si le besoin est émergent, le contact est déjà fait, mine de rien, et la famille va pouvoir être orientée. Et puis le troisième volet, c'est récolter de l'impact. Et ça, c'est les 3 chiffres que je vais vous donner, que j'ai en tête, parce que ça nous permet de faire ce tour de roue
et d'aller ajuster le dispositif sur le territoire si on n'a pas suffisamment d'impact à un moment donné dans la vie des familles et sur le développement des bébés. Parce qu'on va relever 3 types d'impact sur le développement de l'enfant, comment les bébés avancent dans leur parcours, le pouvoir d'agir des parents et l'outillage des parents, et puis le facilitateur qui est là pour accompagner le groupe. Est-ce que lui aussi, il apprend autant des autres? Donc 3 chiffres. À Arras, sur ces 86 familles, il y avait 12% des mamans. Alors là, on n'a pas récolté de données sur la dépression paternelle encore. On va le faire cette année. Il y avait 12% des mamans qui étaient en dépression grave. Vraiment une santé mentale très, très altérée. Au bout de la 4e séance, il n'y a qu'une maman sur les 12% qui a manifesté encore quelques signes de difficulté. Et les autres nous ont dit, maintenant je suis en confiance avec mon groupe, la paire-aidance fonctionne. On s'est partagé nos numéros de téléphone, on se voit le week-end, il y a des bébés qui ont été baptisés le même jour au même endroit, avec des familles ensemble. Il y en a d'autres qui se retrouvent au parc. L'idée, c'est d'être ensemble et qui se sont sentis suffisamment outillés pour être acteurs, actrices vraiment de l'évolution de leur famille. Et puis, il y avait à peu près 10% des pères qui étaient présents dans les groupes. Là, on arrive à peu près à 20%. C'est bien. Et 94%, ça c'est le 3e chiffre que je voulais vous citer, 94% des familles déclarent, c'est du déclaratif, en fin d'intervention à la fin de la première année, qu'elles ont ajusté leur pratique éducative à la lumière de ce qu'on s'est partagé pendant toute une année sur la prévention de la maltraitance, par exemple. Mine de rien, c'est des informations qui circulent dans le groupe et ça a un impact, on voit, puisque c'est accompagné par l'humain, ça a un impact sur les pratiques du quotidien dans les familles. Sachant que plus on s'y prend tôt, plus c'est impactant sur le devenir des enfants et des familles. Et ce sont les sages-femmes libérales ou à la maternité qui nous adressent toutes les familles dès l'entretien prénatal précoce. Donc on arrime le sujet très tôt dans leur vie. Il y a beaucoup de familles qui ont déjà de nombreux enfants, 4, 5, 6. Mais à chaque fois, c'est une aventure unique. Donc elles viennent à la Maison des 1000 jours. Alors maintenant, allons-y sur la partie peut-être un petit peu plus technique, puisque vu qu'en plus on est avec des projets en cours, c'est là qu'on va pouvoir se poser des questions pratiques. Comment ces maisons sont-elles financées et soutenues? Alors je dirais financées par un appel à projet émanant de la CAF. Et pour être précise, c'est par le référentiel national de financement par la CAF des actions du volet 3 du Fonds national de soutien à la parentalité. Oui. Ok, c'est technique. Ah, il faut être précis. Donc, oui. Et en gros, la CAF finance 60% du projet en cofinancement avec une autre structure qui peut être l'ARS, la CPAM, la ville, les REAP. Alors, les REAP, réseau d'écoute, d'appui, d'accompagnement des parents. Ok, je connaissais pas. Oui. Ça, c'est la part publique. Ok. Et puis, il y a la Fondation Ardian qui nous a confié des fonds. Et nous, on fait du mécénat, c'est on redistribue ces fonds pour accompagner les projets. Nous, l'association Ensemble pour la petite enfance ne conduit pas directement des projets sur les territoires, mais accompagne des porteurs de projets et apporte du mécénat pour monter une Maison des 1000 jours dans l'ingénierie de projet, mais aussi la formation du facilitateur avec un reste à charge qui est donc financé généralement par l'État ou par d'autres fondations. Donc on a une partie de fonds publics, encore heureux, sur ces projets, et une partie de fonds privés via du mécénat et la fondation. D'accord. Ok. Alors juste pour la CAF, il y a quand même des prérequis. Okay. Ils ne vont pas nous donner de l'argent juste parce qu'on a envie de monter une Maison des 1000 jours. Mais effectivement, il y a quelques prérequis. Être identifié comme un lieu ressource dédié au soutien à la parentalité, avoir un intervenant formé à l'écoute, à l'accueil des parents et s'inscrire dans un partenariat local. Voilà, oui, en résumé. Mais bon. Du coup, ça, par rapport à ce que Nathalie évoquait, par rapport à l'étude préalable, de toute façon, exactement. Ça remplit les critères ou pas, du coup. Tout à fait. Voilà. C'est pour ça que la première étape, c'est vraiment le maillage territorial. C'est d'où on part. Est-ce que le besoin est émergent? Est-ce qu'il est là? En général, il est très souvent là. Et comme vous l'expliquez, c'est ce qui évite de se télescoper avec les PMI ou les LAEP, par exemple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Après, il y a des ARS, des départements
qui financent. Et puis là, dans l'appel à projet qu'on a lancé il y a à peu près 10 jours, des maisons qui vont se créer en Afrique, et sur d'autres territoires qui ne seront pas financés de la même façon. Mais puisque le besoin est là, et s'il n'est pas rempli, s'il n'est pas comblé, les maisons peuvent être un maillon qui accompagne efficacement. C'est super. Je ne savais pas qu'il y avait une portée internationale du projet. Ok. Vous non plus, visiblement, ce n'était pas prévu. Ah ben, c'est tout récent. Hein. C'est des dossiers qui sont arrivés il y a une semaine. C'est super. Ouais. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de ce projet-là, surtout sur les projets en cours? Comment ça se passe? Eh ben moi, j'allais dire convaincre les structures déjà existantes. Et ça, c'est pas facile. Bah ouais, parce que surtout la PMI, la protection maternelle infantile est indispensable pour soutenir les familles. Mais je pense, en tout cas, moi, quand j'ai été voir la PMI donc de La Rochelle, je voyais d'un mauvais œil, le fait qu'on finance des maisons des 1000 jours alors qu'eux-mêmes n'ont pas assez de financement. Exactement, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Et ça, c'est un sujet parce qu'en plus, la PMI, elle a un rôle de régulateur par rapport aux crèches et tout. On a entendu parler des crèches il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose. D'ailleurs, du coup, comment ça se passe, les relations avec ces structures? Eh bien, en leur expliquant le projet, en leur expliquant que c'est pas n'importe qui peut créer la maison des 1000 jours, que les intervenants sont formés au parcours des 1000 jours. Voilà, ça les rassure. Parce qu'ils ont besoin, en fait, ils ont un gros besoin aussi d'être soutenus. C'est ça, et puis ça peut être aussi, ça peut peut-être les délester sur certains sujets. Est-ce que c'est possible, du coup, par rapport à ce qu'on évoquait sur l'espace nécessaire, est-ce que c'est possible qu'un espace ou une maison des 1000 jours soit créé dans l'espace d'une PMI, par exemple? C'est déjà fait. C'est déjà fait, bon, voilà. Dans certains départements, c'est déjà le cas parce que ça vient compléter un dispositif existant. C'est ces groupes de pères aidants accompagnés par un facilitateur formé qui sont pas forcément déjà intégrés dans ces dispositifs. Et l'idée, c'est de travailler ensemble quand même. C'est de se compléter les services et parce que l'éducation, c'est à très très haute valeur ajoutée sociale et que ça se conjugue au-delà des clivages. C'est un peu la première étape, c'est d'arriver à travailler ensemble, tout simplement. L'étape que l'on a aujourd'hui, nous, sur Bordeaux, c'est le maillage, en fait. Le maillage avec les acteurs du quartier, enfin des quartiers qui sont proches de la crèche concernée, avec la PMI. Donc, les rencontres avec la PMI se font très prochainement. C'est des temps aussi qui sont institutionnels, avec un département ici où il y a eu 70 postes de créés, je crois, au niveau du département pour renforcer les équipes de PMI. Et derrière, en fait, pour nous, la PMI, c'est vraiment le partenaire essentiel pour que les groupes de pères aidants fonctionnent et que les familles soient orientées vers ces ateliers. Et également, vous parliez des LAEP. Dans le comité technique qu'on avait organisé avec la ville de Bordeaux, les personnes qui étaient accueillantes dans les LAEP de proximité, il y en a une qui était présente justement pour pouvoir échanger, partager et voir un petit peu les missions du LAEP qui se différencie des missions des espaces comme ça, de groupes de pères aidants, espace 1000 premiers jours. À Bordeaux, on a appelé ça un samedi à la crèche, parents et tout petits. C'est le samedi matin, du coup, pendant 1h30 également. Il y a vraiment l'idée de mettre autour de la table les partenaires. On travaille ensemble dans l'intérêt des familles et des tout-petits. Et je crois que c'est la première étape. Et je n'avais pas conscience que cette étape-là était très longue. Elle met du temps, en fait. Et je crois qu'il faut prendre le temps que ça fonctionne, qu'on maille, qu'on se rencontre, qu'on échange, qu'on discute, qu'on se mette d'accord pour qu'après les familles puissent venir. Comment les professionnels de la santé et de l'éducation sont-ils impliqués dans ces maisons, en fait? Parce qu'il y a les facilitateurs, facilitatrices qui sont formés. Il y a d'autres professionnels qui interviennent. Comment ça se passe? Alors, le facilitateur n'est pas toujours seul. Ils sont souvent en tandem. C'est comme la création d'un nouveau métier. Ce mot facilitateur, il vient de l'anglais facilitator, qui existe déjà sur d'autres territoires, dans d'autres pays, et qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour apporter de la connaissance, mais bien de la partager, pour s'en saisir. Parce que si ça reste au niveau du facilitateur, c'est pas très utile. Là, on voit dans les formations chez Ensemble pour la petite enfance que les personnes qui s'inscrivent à la formation de facilitateur sont souvent des personnes aguerries, déjà expérimentées et plutôt en fin de carrière. C'est un métier de sens dans lequel on va concentrer toute son attention sur la relation individuelle aux autres, aux bébés, aux familles. Et c'est parfois ce qui nous a manqué dans certains dispositifs. Et c'est ce qui est nécessaire de rétablir
dans nos crèches et auprès de tous les professionnels de la petite enfance. Est-ce que tous les facilitateurs et facilitatrices sont des pros de santé au départ ? Comment ça... Alors, souvent des éducateurs de jeunes enfants, D'accord, des ok. sages-femmes, des puériculteurs, puéricultrices, psychologues aussi, D'accord. qui s'inscrivent aux formations. Alors, nous, on a 2 promotions de formation chaque année et il y a aussi un diplôme universitaire, accompagner la parentalité, qu'on a co-travaillé avec le professeur Laurent Storm au CHRU de Lille, Lille-Flandre, à Jeanne de Flandre. Quelle est votre vision pour l'avenir de la Maison des 1000 jours ? Une vision collective, bien entendu. C'est l'intelligence collective qui fait les belles actions. Là, on est en train de réfléchir ensemble avec les acteurs et les partenaires du collectif national des Maisons des 1000 premiers jours à la création d'un village ensemble, parce qu'il n'y a pas une maison type. Chaque maison va répondre à des besoins sur un territoire donné en fonction du maillage territorial. Et comment ensemble on peut envisager les prochaines étapes. Mais les prochaines étapes, c'est d'abord là une récolte d'impact importante et aussi de données de recherche pour faire toujours mieux et s'adapter au monde qui évolue très très vite. Donc les impacts récoltés vont nous permettre d'ajuster le dispositif en permanence comme une roue qui tourne avec une petite cale qui grimpe. Et c'est cette cale qui nous intéresse au niveau collectif. Et puis, il y a quelques actualités aussi des Maisons des 1000 premiers jours, puisque Gilles Demestre et Claire Lajeunie ont réalisé un film à partir de la maison d'Arras qui s'appelle Les premiers 1000 jours, là où tout commence. On a suivi 6 bébés, dont certains à la Maison des 1000 premiers jours, pendant 6 mois. Et on raconte l'histoire de l'impact de l'environnement sur le développement de ces tout petits. Et puis un livre qui est coédité par Odile Jacob et Le Cherche Midi, que j'ai coécrit avec Boris Cyrulnik. C'était un très très grand privilège, avec une contribution formidable du professeur Antoine Guednet et d'Isabelle Filiosa, pour décrypter entre les séquences ce qui s'est passé dans la vie de ces familles et comment elles évoluent et quel va être le chemin par la suite à parcourir. Juste une chose pour aider les gens qui nous écoutent à trouver la Maison des 1000 premiers jours près de chez eux ou connaître les projets. Il y a un site internet où on peut prendre ces informations ? Pour l'instant, c'est en référence, on va mettre en ligne la cartographie de l'ensemble des maisons sur les territoires, alors dans l'Hexagone et ultramarin, sur le site www.eduensemble.org. On mettra le lien en description de l'épisode. Pour finir, puisque vous êtes là, toutes les trois, avec toute votre expérience, avec toute votre expertise, et que vous êtes écoutés par des parents, chacune, je vous invite à prendre un temps là pour vous adresser directement aux parents. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ces parents qui nous écoutent ? Continuez à vous émerveiller des potentiels de votre bébé, parce qu'on sait aujourd'hui que l'émerveillement a des effets bénéfiques sur la santé mentale, le bien-être, que nos bébés sont, on va dire, les rois, les champions de cet émerveillement. Donc, continuez à vous émerveiller. Ouais, je suis complètement d'accord. Le plaisir partagé, c'est le marqueur le plus puissant de la résilience. Dès l'apparition du premier sourire volontaire social chez le bébé vers 1 mois et demi, 2 mois. Et faites-vous confiance. Alors moi, j'avais en tête justement « Faites-vous confiance ». Je crois qu'en fait, c'est important de pouvoir s'écouter soi en tant que les parents de tout petits bébés, tous les petits nouveau-nés, de pas trop écouter ce qu'on vous raconte et de croire vraiment, d'écouter son cœur et ses tripes. Et si vous voulez porter votre bébé et qu'il dorme sur vous et que non, il sera pas capricieux, il sera pas ceci, il sera pas cela, faites-vous confiance, écoutez-vous et oublions un petit peu toutes les injonctions sociales d'être un très bon parent. Merci beaucoup à toutes les trois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.